Bonjour à toutes et à tous. Déjà, moi, je voulais vraiment vous remercier de cette opportunité de prendre ce temps ensemble. Vous qui êtes là parce que vous vous préoccupez justement de cette voie collaborative, de cette voie qui cherche un apaisement et donc qui cherche à développer des pratiques de coopération, des pratiques de paix. Je crois que ce n'est pas une mince affaire dans notre société. Donc merci à vous. Merci aussi, bien sûr, à toute l'équipe d'organisation. Je pense à Laurence qui est ici, je pense à Francis qui n'est pas loin dans la salle, là-bas. J'ai une pensée aussi pour Jean Didier. Je suis ému. Qui a été le premier à me contacter et qui actuellement est dans un passage difficile pour lui sur le plan de sa santé. On parlait d'émotions, et les émotions, elles sont là, et elles sont importantes pour nous. Quand je disais, voilà, cette organisation, je pense aussi à ces moments d'échange qui ont été justement des étapes où j'ai pu percevoir dans tout ce processus de préparation une vraie qualité de dialogue, et j'en ai été réjoui. J'ai trouvé que c'était préfigurateur ou des prémices de quelque chose d'intéressant. C'est ce qui m'a donné aussi beaucoup d'envie d'être ici avec vous. Alors ça, c'est sur ce cadre, on va dire. Et j'ai envie de vous dire aussi que ce sujet, finalement, de l'apaisement des conflits, de la résolution des conflits, me concerne aussi particulièrement, je dirais à titre personnel. J'ai vécu, moi aussi, ce que ça peut faire de vivre une relation personnelle, familiale, qui progressivement se dégrade et en vient à devenir dysfonctionnelle et toxique. Donc ça, c'est aussi mon parcours à titre personnel. Heureusement maintenant, voilà, les années ont passé et puis j'ai pu bâtir autre chose et je vois cette différence de l'impact de ce qui se passe. Alors oui, déjà à deux, on peut déjà parler d'intelligence collective, à 4 ou 5 ou 6, dans une famille et bien au-delà. Donc ouais, ce sujet m'affecte aussi très personnellement. Après, si on en vient justement à cette pratique du droit collaboratif et de ces liens, de ces résonances avec cette expression d'intelligence collective, voilà, c'est le mandat qui m'a été donné de vous dire c'est quoi les fondamentaux de cette intelligence collective et en regard du droit collaboratif. Alors, droit collaboratif, petite parenthèse, petit clin d'œil, si Stuart Webb m'avait demandé mon avis, j'aurais appelé ça droit coopératif. Collaboratif, le labeur d'un côté, coopératif, l'œuvre. J'ai l'impression que vous êtes de ce côté-là, moi. Alors, je tourne la page. Donc, si on en vient à cette intelligence collective, c'est vrai que moi je baigne dedans, mais baigner dedans ne suffit pas en fait, parce que je suis entouré de professionnels qui effectivement utilisent cette expression très fréquemment, et on finit par ne plus en cerner exactement les contours. Mais de quoi on parle, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, et moi j'ai été aussi perturbé par cette difficulté de cerner, et je ne dis pas que j'ai aujourd'hui la réponse définitive à tout ça. En tout cas, j'ai passé pas mal de temps, et puis j'ai écrit un livre qui m'a permis d'essayer de cerner ça, en revenant en particulier aux origines. C'est-à-dire, mais d'où vient cette expression? Pour moi, ça semblait être la première clé de compréhension. Et donc, cette origine, elle est à chercher du côté de la biologie. Intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait focaliser sur nous autres humains, et on a cette tendance à se croire supérieur à bien d'autres espèces. Eh bien, l'intelligence collective est venue de chercheurs qui observaient les insectes sociaux en particulier. Les insectes sociaux, on peut penser bien sûr aux fourmis, on peut penser aux termites, on peut penser aux abeilles. Et qu'ont-ils vu de si particulier? Alors, voilà, vous avez vu vous aussi certainement dans des vidéos, dans des documentaires, des choses intéressantes. Ce qu'ils ont vu, c'est finalement que ces espèces ont une capacité collectivement de faire des édifices, en particulier si on pense aux termitières, mais aussi si on pense aux constructions des colonies de fourmis,
Donc des édifices qui sont incroyables par leur fonctionnalité, on pourrait dire déjà. Par exemple, dans une termitière, vous avez un système de ventilation extrêmement sophistiqué qui va permettre d'évacuer le CO2. Vous avez un système de climatisation qui permet de maintenir la température. Vous avez un nombre de chambres pour cultiver d'autres espèces qui vont être en symbiose, par exemple des champignons qu'on a dans les colonies de fourmis. Vous avez aussi un nombre de galeries par kilomètre entier, tout ça étant organisé et permettant la vie de ce collectif. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on voit que collectivement, c'est le terme qui est utilisé, c'est cette notion de super-organisme, la colonie est capable de créer, de fabriquer quelque chose que chaque individu de l'espèce est complètement incapable de faire. Et là, il y a quelque chose vraiment qui a marqué les esprits et qui a amené à cette expression d'intelligence collective. Alors, la question suivante qui s'est posée, mais comment font-elles ces fourmis, ces termites et ainsi de suite? Comment font-ils? Eh bien, là, il y a une réponse qui est assez étonnante, parce que le premier réflexe a été de se tourner vers l'observation de la reine et de dire, mais comment elle commande, comment elle dirige les opérations? Et cette question a aussi amené à l'observation d'autres espèces. Des espèces, par exemple, vous avez vu ces images incroyables de nuées d'oiseaux, les étourneaux en particulier, qui font comme des vagues, ce qu'on appelle le phénomène de murmuration, qui est magnifique, ou alors les bancs de poissons, qui vont tout d'un coup, quand un prédateur arrive, hop, s'écarter dans un mécanisme, et puis revenir. Ça paraît assez incroyable. Nous serions en incapacité de faire des choses comme ça. Mais ce n'est pas simplement esthétique, c'est fonctionnel. Et donc là, il y a toujours cette même question, mais comment ça marche? Eh bien, le processus qui est en œuvre est un processus qui s'appelle de l'auto-organisation. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de chef qui commande. Ce serait beaucoup trop inefficace de faire circuler de l'information partant d'un point et ailleurs dans ce réseau de milliers d'individus. Et donc, on est bien sur un fonctionnement entre pairs qui va s'auto-organiser pour faire émerger une création, une production. Et là, en l'occurrence, on a parlé de ces édifices, mais aussi de la culture, hein, tout simplement, du champignon pour ces fourmis. On va stocker ça et se dire, on tient déjà une première clé qui est nette et qui est systématique dans toutes ces observations de phénomènes qualifiés d'intelligence collective. Il y a de l'auto-organisation entre pairs. On met ça de côté. Et on se dit, tiens, c'est intéressant, parce qu'en fait, si on regarde un autre grand champ qui a contribué à faire de cette expression une réalité d'aujourd'hui, c'est le champ de l'Internet. Quand est arrivé l'Internet, on peut dire à peu près vers 95 et tout ça, et qu'ont commencé à apparaître des productions collectives, cette fois-ci d'humains. On peut penser à Wikipédia. On peut penser aussi à Linux, quand même un système d'exploitation créé par des pairs face à une espèce de mastodonte qui est Microsoft. Et aujourd'hui, Linux a complètement balayé le système d'exploitation de Microsoft sur tout le monde des serveurs, ce qui est juste colossal. Donc on voit qu'on retrouve dans ce monde de l'Internet finalement les mêmes mécanismes. Auto-organisation entre pairs qui produisent quelque chose qui a une finalité, une utilité. Ça, c'est intéressant. Donc, continuons le cheminement, hein, qui a été le mien dans mon livre, et en disant, mais alors, ok, est-ce que du coup, c'est Internet qui permet à nous, humains, de passer à une nouvelle capacité? Pourquoi pas? Puisque, effectivement, Internet correspond à une certaine... un ajout de capacité de communication, de démultiplication et tout ça. Et alors là, du coup, ça veut dire, si on regarde dans l'histoire, ou si on regarde aussi ailleurs, et si on regarde sans technologie, est-ce que nous, autres humains, avons réussi des exemples similaires par le passé? Et là, du coup, notre regard va se tourner du côté d'une chercheuse très importante en sciences politiques, qui s'appelle Elinor Ostrom.
Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est pourtant prix Nobel d'économie, ce qui n'est pas rien. Je crois que c'est la première femme à avoir eu ce prix Nobel d'économie. Et que faisait ou qu'a fait Elinor Ostrom? En fait, elle observait, au début en Californie, comment des citoyens et des citoyennes géraient des bassins d'eau. Bassins d'eau multiples, pour de multiples usages, bien sûr, agriculture, usage pour la cité, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'elle a vu, ce qu'elle observait, c'est qu'elle comparait finalement que se passe-t-il quand ces bassins d'eau sont gérés par des établissements publics, classiques, que se passe-t-il quand ils sont gérés par des établissements privés, et que se passe-t-il quand ils sont gérés autrement? Parce qu'il y a bien un autrement. Et c'est cet autrement qu'on ne connaît pas, qui s'appelle justement ce mode de gestion en commun. Ce mode de gestion en commun, je vais le définir après, justement repose sur un autre rapport à la propriété, et beaucoup plus une question d'usage et de gestion de cet usage par les participants eux-mêmes qui prennent soin de cette ressource. Et donc elle a vu ça au niveau, donc, au début de ces bassins d'eau en Californie, que finalement c'est ce troisième mode de gestion en commun, qui permettait la meilleure pérennité et longévité des ressources naturelles. Ça, c'était pas un point négligeable en fait. Elle s'est dit, est-ce que c'est quelque chose de spécifique à ce qui se passe ici en Californie, ou bien y a-t-il aussi d'autres exemples ailleurs? Et elle a croisé la route d'un certain nombre de chercheurs qui avaient mis au point une base de données considérable de ce qui s'appelle justement ces ressources partagées. Voilà le terme anglais Common Pool Resources. Eh bien, il y avait des cas qui venaient du monde entier, de toutes les cultures. Et elle s'est dit, voilà un terrain de jeu intéressant pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut retirer quelque chose de l'analyse de ces ressources, de la gestion de ces ressources, qui donne des éclairages sur ce que j'ai vécu ou analysé en Californie. Et là, elle a autour d'elle toute une équipe très importante qui s'est mobilisée pour étudier ça. Et donc ils ont vu, effectivement, que cette gestion en commun n'était pas quelque chose de spécifique à la Californie, d'isolé, et qu'au contraire, c'était une pratique avec des variantes, évidemment, qu'on retrouvait partout dans le monde et qu'on retrouvait au fil de l'histoire. Par exemple, en Espagne, dans la région de Séville, eh bien, il y a des canaux d'irrigation qui sont entretenus par des agriculteurs, des paysans, depuis plus de 1000 ans, selon ce mode-là, en fait, et qui continuent à faire fonctionner ces canaux d'irrigation pour leurs besoins. En Suisse, et je vous prends quelques exemples, c'est pas du tout limitatif, en Suisse, dans les montagnes du Valais, par exemple, eh bien, des paysans gèrent comme ça en commun des pâturages pour l'été, pour leurs bêtes, gèrent aussi des sentiers forestiers, gèrent des forêts, tout ça selon ce mode en commun, c'est-à-dire que ces pâtures ne sont ni à l'un ni à l'autre. Mais elles sont, par contre, elles sont gérées collectivement par ces paysans qui se regroupent et qui se définissent comme étant finalement des personnes qui vont avoir un usage de ces ressources. Alors je suis parti ici sur des exemples européens, mais on en retrouve aussi bien sûr ailleurs, au Japon, en Afrique, en Roumanie, en ex-Russie, et ainsi de suite, ou ex-URSS. On en trouve partout dans le monde. Alors, ça veut dire, et c'est là que Elinor Ostrom et toute son équipe a vraiment apporté quelque chose d'intéressant, c'est de définir, mais c'est quoi cette gestion en commun? Et ils ont identifié en fait plusieurs paramètres. Je vous l'ai dit, c'est un rapport différent à la propriété, ça n'est plus une logique de propriété privée. Deuxièmement, c'est un collectif qui est défini, parce que ce collectif va avoir un usage de cette ressource, et donc, qui dit usage, dit aussi responsabilité. Le collectif va se choisir et se définir ses propres règles de fonctionnement. Et à partir de là, c'est ce que Elinor Ostrom a appelé
L'autogouvernance. L'autogouvernance existe, est possible, et elle a même pour conséquence de permettre une gestion plus pérenne des ressources. Pour ceux qui s'intéressent à l'état de notre planète actuelle, c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a peut-être des réponses à chercher de ce côté-là. Je referme temporairement la parenthèse. Et donc nous avons une deuxième clé qui est cette question d'autogouvernance. Se choisir en tant que collectif ses propres règles. Et bien sûr derrière les appliquer, vérifier qu'on est bien en train de les appliquer, prendre des mesures si on n'est pas en train de les appliquer. Elle a identifié tout un ensemble de principes de design très structurés, et c'est donc tous ces travaux qui l'ont amené à avoir ce prix Nobel. Alors, on voit que les exemples ne manquent pas finalement, et ça c'est une belle surprise. Et les exemples, ils sont aussi historiques. C'est-à-dire qu'en France, en Angleterre, ils ont beaucoup été étudiés, en particulier en Angleterre d'ailleurs, parce que les historiens ont vraiment identifié le moment où ces pratiques-là, qui étaient ubiquitaires, ont été finalement dépassées par, finalement, par d'autres modalités de gestion des ressources. Et c'est la période de la fin du Moyen-Âge, qui en Angleterre est appelée cette période des enclosures, le moment où les champs ont été finalement fermés par des systèmes de haies, et où les lieux qui étaient au préalable accessibles finalement aux habitants, aux citoyens, aux citoyennes, pour récupérer du bois de chauffage par exemple, pour nourrir des bêtes, ça faisait partie des usages communaux, on appelle. Eh bien, à partir de ce moment-là, développement de la propriété privée, fin de la période des communs en Angleterre et dans bien d'autres pays, mais c'est vrai que là a été l'un des grands tournants. Et donc ça amène aussi à comprendre qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas plus de culture sur ces pratiques-là. Elles ont été masquées, gommées, effacées. Par contre, quand on cherche, on les trouve. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, on peut se demander, toujours dans ce cheminement, pour comprendre, mais finalement, qu'est-ce qui motive des personnes à se former comme ça dans des collectifs pour, certes, prendre soin de ressources parce qu'elles ont un usage, on pourrait dire que c'est déjà un point important, mais au-delà de ça, si on comprenait leur motivation, on comprendrait certainement aussi ce qui permettrait de pérenniser ce genre de mode d'action. Et là, pour aller sur le terrain de la motivation, c'est intéressant parce qu'en fait, on est en 2021, et 2021, c'est en fait le cinquantenaire de tout un grand courant de recherche sur la motivation qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. Cette théorie, aujourd'hui, est de très très loin la théorie qui est la plus solide scientifiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des centaines de chercheurs partout dans le monde. Moi, je vais régulièrement à leur symposium tous les 3 ans. Voilà, c'est énorme. Il y a 500 chercheurs qui se retrouvent et qui partagent et qui présentent leurs travaux. C'est juste énorme. Et là, on est au cinquantenaire. Eh bien, cette théorie de l'autodétermination teste les hypothèses vraiment selon des protocoles scientifiques. Elle regarde, est-ce que effectivement ça se confirme ici, en France, aux États-Unis, en Chine, en Afrique et à droite, à gauche, pour véritablement établir des données qui soient solides. Dans leurs conclusions, il y en a beaucoup, je vais faire une focalisation sur quelques points clés qui nous intéressent particulièrement. Il y a déjà le fait d'identifier quels sont nos besoins psychologiques fondamentaux. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Si véritablement on arrivait à avoir une meilleure connaissance de ce qui nous est nécessaire, tout comme une plante a besoin de soleil, d'eau et de nutriments, eh bien, peut-être qu'on saurait mieux comment prendre soin des humains que nous sommes et de leur fonctionnement. Alors, ces besoins psychologiques fondamentaux, eh bien, il y en a 3 qui ont été identifiés à ce jour. Les recherches continuent. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'hiérarchie entre ces 3 besoins. On a besoin tout le temps de ces 3 choses. Alors, je vais commencer par l'autonomie. L'autonomie, eh bien, c'est, vous savez ce que c'est, évidemment. Dans l'acception, on va dire, de ce courant-là, c'est déjà
être en capacité de se sentir acteur de son environnement, de faire des choix concernant ce qui nous arrive, on pourrait dire. Et là, bien sûr, ça renvoie vers vos sujets, évidemment. Et donc, d'avoir aussi cette conscience de ces moments où nous sommes en train de faire des choix qui vont être déterminants. Ça, c'est toute cette question de l'autonomie. Il y a deuxième besoin d'affiliation. Affiliation, on peut le dire autrement, en fait, c'est le besoin de proximité relationnelle. Nous avons besoin d'être dans des relations avec les personnes de notre entourage, dans des relations de qualité. Et là, évidemment, ce n'est pas une mince affaire pour ce sujet du droit collaboratif. Des relations de qualité, ça veut dire des relations de considération, des relations de respect, des relations d'écoute. Ça, c'est ce deuxième besoin. Le troisième besoin, c'est un besoin de compétence. Sentiment de compétence, on pourrait dire. C'est-à-dire se sentir en capacité d'agir sur notre environnement, sur les choses que nous avons envie d'entreprendre, d'initier, et sur lesquelles nous nous sentons en capacité de le faire. Ces trois besoins, eh bien, ils conditionnent beaucoup de choses. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant aussi quand on tire le fil de ce qu'a montré cette théorie de l'autodétermination, c'est-à-dire qu'ils ont établi ce qu'ils appellent un continuum d'autodétermination. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais quand même vous donner quelques clés parce que c'est juste énorme, en fait, les conséquences pour nous. Quand ces trois besoins nous manquent, ou même l'un de ces besoins, eh bien, nous allons nous retrouver dans puisque, souvenez-vous, c'est une théorie de la motivation. Nous allons nous retrouver dans des configurations où notre motivation, elle est non seulement moindre quantitativement, ce qui n'est pas déjà une petite affaire, mais elle est surtout dégradée qualitativement. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'action ne part pas du même endroit. Elle ne se traduit pas par le même ressenti, la même énergie, la même expérience. On peut prendre l'exemple d'une relation où vous allez être dans une logique d'obéissance à un ordre qui vous est donné. Peut-être que vous allez faire l'action. Voilà. Penchez-vous vers vos propres expériences de ce type d'action. Eh bien, il y a fort à parier que ce ne soient pas exactement les relations les plus épanouissantes. Et en cherchant, en regardant, justement, on a la réponse dans ces trois besoins. Donc ça, c'est sur la partie gauche du continuum, tout un ensemble de motivations qui sont de faible qualité. Il y a ces relations, effectivement, d'obéissance qui vont produire ça. Il y a aussi l'action qui se fait par des motivations conditionnées, la carotte et le bâton, mode principal en usage dans les organisations aujourd'hui, produit une motivation de faible qualité, dont on connaît aujourd'hui pas mal de conséquences. Tout cet univers aussi de ce qu'on appelle les introjections, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui nous dit « il faut faire ceci, tu dois faire cela ». Tout ça, ça fait partie de ces motivations qui sont finalement des expressions de manque par rapport à ces trois besoins que je citais tout à l'heure. Alors que se passe-t-il ? Alors, voilà, tout ça va produire, et c'est mesuré, va produire du mal-être en fait. De différentes manières, ça peut se manifester évidemment différemment pour chacun, pour chacune. Par contre, c'est observable, mesurable, quantifiable et reproductible. Maintenant, si on s'intéresse justement à l'autre partie du continuum, quand nous avons ces trois besoins qui sont, on pourrait dire, nourris ou satisfaits, donc autonomie, affiliation, compétence, eh bien là, nous allons agir par rapport à des besoins, des sollicitations qui sont externes en fait. Nous tous, nous travaillons dans des collectifs, dans des organisations. On ne travaille jamais seul. Même un indépendant ne travaille jamais seul. Donc, on pourrait penser que mais ce qui serait idéal, c'est uniquement de faire ce qui part de l'intérieur, cette fameuse motivation intrinsèque. Ce serait super, ce serait chouette, mais ce serait se couper du monde, en fait. Donc, c'est pas ça qu'étudie l'autodétermination. Bien sûr, on va y revenir, la motivation intrinsèque est très, très chouette et très qualitative, seulement elle ne correspond pas au fait de vivre en société.
ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment les demandes, sollicitations, opportunités qui viennent de l'extérieur vont rencontrer ce qui est important pour nous à l'intérieur, c'est-à-dire des valeurs, des envies, des projets, des besoins. Tout ça fait qu'à un moment, on dit « Ah mais ouais, ça, ce projet, cette initiative, ce colloque, moi, ça défend, ça promeut quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Je m'associe à cette initiative, et même si elle vient, bah oui, de personnes qui ont eu cette idée, et c'est très bien. Donc là, il y a la rencontre. Quand se fait cette rencontre, c'est ce qu'on appelle des motivations qui vont être donc plus internalisées, qu'on appelle même intégrées. Et là, à ce moment-là, on trouve des conditions qui vont permettre du bien-être. Du bien-être, de l'épanouissement et bien sûr, oui, de l'action, évidemment. Donc ces qualités de motivation-là sont largement préférables par rapport à celles que je viens de décrire avant. Alors, ça c'est la partie... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer le troisième besoin, compétence? Besoin de se sentir en capacité en fait d'agir et de faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Donc après, ça comprend... Ça peut se décliner de plein de manières différentes. Et en tout cas, c'est aussi important de garder en tête que ce besoin de compétences va demander d'aller aussi par étapes, d'aller progressivement, pas vouloir tout de suite se mettre une marche là, parce qu'à ce moment-là, le vécu va être très difficile et on va avoir ce besoin qui ne va pas être satisfait. Donc ça, c'est justement cette question des trois besoins. Donc on a ici... l'autodétermination qui est la troisième clé. On pourrait se dire, on est au bout, avec un complément quand même. Vous l'avez vu, j'ai cité l'auto-organisation au début, l'autogouvernance, l'autodétermination. On pourrait dire que c'est quoi cette fixation sur les autos? Eh bien, j'en ai même un quatrième. Quatrième, c'est l'autodéfense. Qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, l'autodéfense, c'est une sorte de rôle de gardien. Si vous voulez que vivent des processus autres que ceux que la société a construits, principalement qui reposent sur des logiques de hiérarchie et de domination et de compétition, si vous voulez qu'existent des pratiques coopératives, vous avez besoin d'être des sortes de gardiens de cet espace-là. C'est ça, cette notion d'autodéfense. Et ça me fait penser à ce que dit Bourdieu sur... la sociologie est un sport de combat. Moi, j'ai envie de vous dire, l'intelligence collective est un sport de combat. Un combat pour la paix, un combat pour l'harmonie, un combat pour un vivre ensemble qui soit apaisé, serein, soutenable, écologique et pérenne. Merci à vous.